Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo sur la playlist Créer un réseau ferroviaire. Plus particulièrement mon réseau ferroviaire, ce que je fais moi. Ça peut vous donner peut-être des idées. Comme d'habitude, c'est pas la solution, c'en est une. À vous de juger si vous voulez reprendre des choses ou s'il y a des petites choses, des petits tricks qui seraient intéressants pour vous. Donc ici, 3e vidéo sur la partie électrique. On a vu une vidéo sur le matériel que j'ai choisi. La dernière vidéo qui était plutôt tout ce qui était câblerie et connectique et tout ça. Et ici, on va parler du poste de commande et ça sera vraisemblablement pour la partie électrique pure et dure. La dernière, on va passer par la suite sur de la pose de voie avec toute la problématique des aiguillages et j'en passe. Donc ici une très jolie photo avec un TCO proposé par Uhlenbrock, donc c'est vraiment un joli produit, j'ai jamais eu l'occasion de le tester, je trouve ça très bien. Après, on va pas parler de ça, on va parler vraiment d'un poste de commande, comment moi je le vois, après pourquoi pas rajouter ça en plus, mais on va pas parler de ça, c'était juste pour l'image de début. Au niveau de cette vidéo, on va peut-être juste mettre le pointeur laser, histoire que je puisse vous montrer des choses sur les slides. On aura donc une brève introduction, ensuite je vais parler de mes envies, qu'est-ce que je voulais pour ce poste de commande. Et il y a quelques points qui sont sortis, et ça a fait mon petit cahier des charges. Ensuite, on va voir tout le matériel que j'ai cité dans la vidéo numéro 4, je crois. À intégrer dans mon poste de commande et on va voir une vue de la réalisation vidéo qui sera probablement un petit peu plus courte que d'habitude. Mon poste de commande, enfin un poste de commande, ça sert à quoi? C'est que forcément, quelque part, vous avez le centre névralgique de votre maquette où tout se contrôle. Alors, ça peut être un qui est global, plusieurs petits ou un global puis des déportés. C'est la même chose que, enfin finalement c'est la même chose qu'on retrouve ou qu'on retrouvait, ce genre de TCO, dans les gares. Je vous rassure, j'ai pas repris un TCO de gare réelle que j'ai transformé. C'est quelque chose qui est très intéressant mais qui prend beaucoup de temps. On retrouve plutôt des postes de commande de ce style actuellement sur la gestion du matériel ferroviaire. Alors ça sera non plus pas autant compliqué, je n'ai pas une maquette qui pourrait prétendre ressembler à Wonderland, à miniature Wonderland et j'en passe. Mais on aura peut-être plus un aspect PC que TCO physique. Du coup, mon petit cahier des charges, qu'est-ce que je me suis posé comme question et qu'est-ce que je voulais intégrer là-dedans? Qu'est-ce qui était important pour moi? Donc c'est plutôt ma démarche. Je voulais que mon poste de commande il soit modulaire, à même titre que la maquette, qu'il soit transportable en un bloc. Ça veut dire que je veux toute l'intelligence, tout ce qu'on a vu dans les 2 vidéos précédentes sur l'électrique, je veux que ça soit à un endroit et que je puisse transporter ceci. Pourquoi? Si je transporte ma maquette dans une exposition, il faut que tout suive et que je puisse aussi prendre cet élément pour aller faire des essais sur une autre maquette ou par exemple aller simplement sur une autre maquette d'un collègue, d'un copain pour faire des essais ou je ne sais quoi. Et que j'ai à disposition tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, mon feeder, mes voies de programmation et tout ça. J'ai décidé que je voulais un seul câble fixe sur mon poste de commande, respectivement le câble d'alimentation principale 230 volts alternatif. C'est la seule chose, tous les autres câbles, je veux que ça soit de la connectique ou que ça soit débranchable. À même titre que toute la connectique qu'on a entre des modules, que ça soit débranchable pour pas qu'on doive couper, dessouder ou je ne sais quoi pour déplacer les modules de la maquette. Je veux aussi 2 prises de service, externes à mon poste de commande pour que je puisse respectivement avec mon PC et train controller piloter la maquette, que je puisse mettre l'AQ de mon PC, et une prise de réserve pour recharger le Natel, vite mettre un fer à souder si on doit souder quelque chose ou quelque chose comme ça. Voilà, question pratique.
J'ai envie d'intégrer aussi un interrupteur d'alimentation générale, que je puisse couper les 230 volts alternatifs, donc un interrupteur euh, qui accepte le 230 volts alternatif. Ben, c'est clair, on éteint typiquement l'ECOS s'éteint, puis à la fin elle demande là vous pouvez couper l'alimentation, ben, ça sera mon interrupteur général. Ça sécurise aussi tout ce qui est coup de foudre et j'en passe, on peut laisser la prise et l'interrupteur fait notre sécurité. J'ai décidé aussi de mettre un FI pour la sécurité de l'alimentation. Comme tous ces éléments vont chauffer, hein, on a des boosters, des transformateurs, ça va monter en température. Pour éviter les problèmes, j'ai décidé de mettre un système de refroidissement. Pas un système de refroidissement très compliqué avec de l'eau ou je ne sais quoi, mais simplement un ventilateur. Par contre, un petit point important, en 230 volts. Pourquoi ? Pour se repiquer directement sur l'alimentation, le câble d'alimentation 230 volts et pas devoir déjà prendre du 24 volts de mon alimentation pour la maquette. Possibilité de faire un réseau avec un switch et de la câblerie informatique RJ45. Comme on a la mobile station, la mobile control 2, mon ECOS qui se met en réseau, mon PC Train Controller qui devra aussi passer au travers d'un câble RJ45, j'ai décidé que je voulais avoir la possibilité de faire un réseau sur ma box et qui soit accessible depuis l'extérieur. Un interrupteur pour couper le digital de traction. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà étudié cette possibilité, c'est le petit trick ici qui pourrait peut-être vous intéresser. Pourquoi un interrupteur pour couper l'alimentation digitale de mes voix? Ceci à la sortie de la centrale ou à la sortie du booster. Respectivement, dans mon cas, comme vous l'avez vu, j'utilise le booster pour le digital de traction. Ça sera directement à la sortie du booster. Il y a deux raisons principales. Et là, vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi je conseille toujours de séparer le digital pour les trains, pour les voies, et le digital pour la commande accessoire. La première, si vous êtes en dérail, vous avez eu forcément à un moment donné un cœur d'aiguillage, si vous l'avez réalimenté, qui était dans la mauvaise polarité. Ça veut dire, vous roulez avec votre locomotive, vous n'avez pas fait l'aiguillage, respectivement, il n'y a pas la bonne polarité sur le cœur d'aiguillage, votre locomotive arrive, poum, ça fait un court-circuit sur l'aiguillage et la centrale s'arrête. Elle détecte un court-circuit, elle s'arrête. Comment vous faites pour résoudre le cas? Ben, vous devez normalement aller repousser la locomotive en arrière, remettre le jus sur votre centrale, et ensuite vous pouvez réenclencher votre centrale. Parce que si vous réenclenchez votre centrale, ça va refaire le court jus tant que la locomotive est sur l'aiguillage. Sur une voie qui est accessible, pas de problème. Par contre, quand c'est plus loin, ça devient un souci. Avec cet interrupteur, quand il y a le court-circuit, on peut couper le digital de voie, tout simplement. Du coup, on pourra remettre le digital au niveau de la centrale. Ça va pouvoir se réenclencher vu que le court-circuit qui est sur le digital de traction, ben, il est coupé par l'interrupteur. Vous pouvez changer votre aiguillage et ensuite réenclencher cet interrupteur et le tour est joué, sans devoir aller repousser votre locomotive ou je ne sais quoi. Mais pour ce faire, c'est impératif d'avoir deux digitales. D'avoir le digital pour la traction et le digital pour les accessoires. Parce que comme vous coupez que le digital de traction, important, hein, que les deux fils du digital de traction, il faut couper. Quand vous réenclenchez votre centrale, le digital pour la commande des accessoires est toujours actif. Donc c'est pour ça que vous pouvez en fait encore bouger vos aiguillages avec la centrale. Voilà, un point. Le deuxième, alors j'ai pas étudié ça sur tous les logiciels, mais avec Train Controller, si par exemple vous avez tout d'un coup un petit coup de stress, il y a quelque chose qui s'est mal passé, vous avez un problème où plusieurs trains vont se rentrer dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez le digital de la station. Poum, comme un petit arrêt d'urgence. Et ensuite, vous aimeriez arrêter les trajets des trains pour qu'ils s'arrêtent. Mais sur Train Controller, vous ne pouvez pas. Si la station est en stop ou en freeze, vous ne pouvez plus accéder au panel, au TCO. Du coup, avec ce bouton, vous pouvez couper le digital de traction sur les voies
vous allez pouvoir réenclencher votre centrale. Les trains ne vont pas bouger, vu qu'il n'y a pas de digital qui arrive sur les voies. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité sur votre TCO de pouvoir aller arrêter vos trajets pour ensuite réenclencher le digital sur les voies. Alors là, peut-être qu'il y aura un petit saut au niveau des locomotives, ça dépend des décodeurs, mais vous limitez la casse. Parce que si vous n'avez pas cet interrupteur, en fait, vous êtes obligé rapidement de remettre le jus sur la centrale sur un doigt, d'être prêt à cliquer, clic droit sur le trajet, annuler, vous cliquez au mauvais endroit et vous avez votre accident. Voilà. Alors, 2 points pour lequel cet interrupteur est quelque chose de très, très utile. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous encourage vivement à monter ça. Comme on dit, ça change la vie. Ensuite, c'est pas fini. Je veux la possibilité de pouvoir ressortir de mon poste de commande une voie de programmation pour la poser dessus et faire une petite programmation rapide d'une locomotive, par exemple. Placer mon PC sur mon poste de commande. Je vais avoir la place pour pouvoir le mettre à côté de ma centrale. Placer ma centrale digitale pour que je puisse l'utiliser en manuel. Avoir une place pour avoir ma télécommande mobile contrôle 2, qu'elle soit à disposition toujours à proximité. Tout doit passer au travers de connecteurs, tout à part l'alimentation générale de 130 volts. Et ceci, c'est valable pour les feeders, donc tous les tensions, tous les éléments de commande qu'on a vu au travers des 2 dernières vidéos. La voie de programmation, tout ce qui est réseau, RJ45, les Coslink et j'en passe. Voilà le petit cahier des charges. Du coup, de quoi j'ai besoin en sortie de poste de commande? Donc là, on va parler de tout ce qui va sortir sur la maquette, tout ce que j'ai besoin pour piloter ma maquette. J'ai tout d'abord tout ce qui va sortir de mon ECOS, donc de ma centrale digitale. Il y aura le digital de commande accessoire. Donc moi j'utilise le digital de la centrale pour la commande des accessoires. J'aurai la voie de programmation. Le RJ45, donc le réseau, la mise en réseau. Alors c'est pas directement le câble ou la connectique de mon ECOS qui va sortir de mon tableau. Il y aura probablement une petite partie de réseau, mais on aura une connexion réseau qui va ressortir de mon tableau. Les Coslink Extend pour accéder au petit terminal, aux petits terminaux ici qu'on voit ici pour la partie rétrosignalisation. Au niveau du booster, on aura le digital de traction et une alim continue. On a vu du 15 volts 7 ampères pour tout ce qui est alimentation de puissance de mes accessoires ou éclairage et j'en passe. Et en plus, encore, si vous avez suivi la dernière vidéo, mon feeder comporte 2 fils supplémentaires de transport en réserve pour rajouter un booster ou une autre alimentation continue parce que j'aurais pas assez, ou une alimentation alternative et j'en passe. Donc juste la prévision. Et ceci, si on regarde, on a une petite barrière. Je veux que tout ceci soit au niveau de mon poste de commande et tout ceci, c'est tout ce qu'on doit pouvoir reprendre en extérieur, en sortie pour aller sur la maquette. Mais c'est pas tout. De quoi j'ai besoin en interne? Donc au niveau de mon poste de commande lui-même, donc plutôt des composants standards. On a tout d'abord preset tout pour le passage du câble 230 volts. Interrupteur 230 volts avec un petit voyant éventuellement. Donc pour ce qui est interrupteur général, j'ai choisi quelque chose avec un petit éclairage. Un FI parce que j'ai décidé de mettre un petit disjoncteur disjoncteur FI. Des bornes comme ceci pour faire de la distribution 230 volts, distribution 24 volts. Une multiprise pour pouvoir mettre tout ce qui est alimentation, donc les transformateurs pour l'ECOS, transformateurs pour le booster et j'en passe. Ma double prise de service. Un ventilateur, attention, 230 volts pour refroidir le tout. De la connectique diverse pour monter sur un panel de transfert, donc un panel d'interface. Typiquement ici, c'est le connecteur pour ma boîte de programmation qui comporte 2 pôles. On vient clipper les 2 éléments ensemble et on a le panneau d'interface qui vient entre.
petite borne à vis, parce que j'aime bien les bornes à vis plutôt que le soudage pour certaines choses. Et le connecteur ici pour venir reprendre la boîte de programmation. Donc avec ceci, si on a plusieurs connecteurs ici femelles, on pourra préparer une petite voie HOM, une petite voie HO2 rails, une petite voie HO3 rails pour faire des essais et simplement se plugger sur mon poste de commande pour avoir directement une voie de programmation pour accéder à une locomotive qui peut être dans différentes échelles. Ma petite mobile contrôle 2 avec son petit élément Wi-Fi et un switch pour mettre tout ceci en réseau. Du coup, au niveau de la réalisation des grandeurs, alors les grandeurs c'est plutôt le bois, ce que j'ai décidé de faire ça en bois, que j'avais à disposition. Il me restait du bois d'épaisseur 8 mm, c'est un petit peu faible mais avec quelques renforts ça passe. J'ai fait un rectangle en fait de 78 cm par 40 par 17, en fait c'est les grandeurs que j'avais à disposition. J'ai un peu adapté ça en posant mes éléments que je voulais, donc ma centrale, mon PC, tout ça pour que j'ai juste la place mais que ça reste compact. Dessous j'ai mis quelques petits pieds en gomme pour que ça soit propre, parce qu'avec du 8 mm les vis c'est vrai que ça a vite tendance à dépasser un petit peu, alors je les ai limés mais pour pas rayer les tables, ben, ça aidera aussi pour ceci, et ça fait un anti-glisse. Et bien sûr ma boîte en fait elle aura un couvercle qui pourra s'ouvrir pour faire de la maintenance ou pour accéder aux éléments qui est à l'intérieur. Donc mon poste de commande c'est pas un beau TCO comme vous avez vu dans les premières photos, mais plutôt une simple boîte en bois. Voilà, ça me suffit. C'est moi qui ai décidé ceci. Du coup, si on regarde la façade interface, donc l'arrière du boîtier, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai repris ici un petit morceau PVC. Je voulais mettre de l'alu, mais je ne suis pas outillé, j'ai pas forcément la matière pour travailler tout ça. C'est un peu faiblard, mais ça me suffit. À terme, peut-être que je vais le changer. Bref, j'ai découpé mon boîtier, paume, et j'ai mis ceci où il y aura toute ma partie connectique qui va ressortir de mon poste de commande. On voit ici juste dans le coin, j'ai aussi tout mis des tout petites charnières pour pouvoir ouvrir le couvercle de ma boîte. Donc si on reprend ces connecteurs, on a la partie réseau ici avec deux connecteurs de façade RJ45, un utilisé dessus entre le poste de commande et mon PC pour que Train Controller puisse accéder à mon poste de commande et puis pouvoir se connecter sur mon ECOS, donc ma centrale digitale, et un autre de réserve si on voudrait par exemple aller sur un réseau domestique ou monter un petit routeur Wi-Fi supplémentaire pour que des personnes puissent se connecter sur mon ECOS avec une application Natel pour piloter les trains par exemple. Ma voie de programmation, on en a parlé juste avant, donc mes deux pôles que je peux ressortir ici en direct sur des voies ou sur le banc de test du log programmeur qu'on voit ici par exemple, voilà. Donc on pourrait simplement avoir la même connectique là-dessus pour pouvoir programmer un décodeur. Le bouton d'alimentation on-off, donc le bouton principal qui va enclencher toute la bête, tout le cerveau de la maquette avec un éclairage. Le câble 230 volts que je vous ai parlé avant qui passe par un preset hoop, donc c'est le seul câble qui reste branché à mon poste de commande. Et ici, mon fameux câble de façade dipôle pour mon feeder ou mes feeders, donc tous les fils qu'on a parlé dans la vidéo précédente. Donc ici, j'ai pas 8 pôles, j'ai 10 pôles. Pourquoi? J'ai mes deux premiers fils pour le digital de traction, ensuite le 15 volts continu, le digital de commande, mes deux fils de réserve. Alors vous avez vu que c'était jaune et vert. J'avais pas encore su le fil vert, donc quand j'ai commencé, j'ai déjà fait, j'ai mis du noir dans un premier temps. C'est déjà la première erreur parce qu'on peut se mélanger les pinceaux. Et ensuite, encore un digital entre guillemets de traction qui est ma voie de programmation. Donc j'ai deux façons d'avoir ma voie de programmation au travers du feeder ou ce petit connecteur. Respectivement, ma voie de programmation, elle va partir sur ma maquette en direction d'une voie de calibration que je pourrais commuter entre le digital de traction et la voie de programmation pour directement programmer les décodeurs au travers de Train Controller.
Le câble, c'est le même principe que les câbles que j'ai fait pour passer d'un module à l'autre. Donc j'ai torsadé chaque paire ensemble et ensuite une petite gaine spirale pour mettre tout ensemble. J'aurais pu mettre un câble, mais je l'ai fait moi-même parce que j'ai trouvé que c'était vite fait. Et voilà, c'est un choix. La longueur du câble, c'est quelque chose comme 3 ou 4 mètres, que je puisse déplacer un petit peu mon module n'importe où. Et ensuite, le dernier, l'EcoSlink Extend. Alors ici, c'est un peu ma bête noire. Je relance la demande. Si quelqu'un connaît un connecteur mini DIN, mini pôle, 9 pôles pour le EcoSlink Extend, pour le montage en façade, je suis preneur. J'ai trouvé que des connecteurs à monter sur PCB ou pour faire des rallonges. Et c'est vrai que quand on monte un connecteur pour faire une rallonge ici, on met de la colle forte. Et ben respectivement j'ai un courjus où j'ai mal relevé l'épine. Bref, c'est quelque chose qui pour le moment ne marche pas. Mais je pense que si je suis encore embêté, comme je l'ai dit, on va mettre du sub des 9 pôles et basta. Ça va aussi fonctionner. Voilà pour la façade interface qui est une des vues, je pense, la plus intéressante pour vous. Du coup, côté ventilation, tout simplement sur les côtés, j'ai fait un trou avec ici juste une petite grille, un filtre mousse. Respectivement, le ventilateur est derrière cette face. Il va aspirer de l'air frais pour pousser de l'air dans le boîtier. Et de l'autre côté, il y a un trou pour que l'air chaud puisse ressortir. Alors ici, comme je ne savais pas quel côté mettre mon ventilateur, j'ai fait 2 trous de même grandeur. Respectivement, si ça ne marche pas bien, que ça ne se refroidit pas bien, je vais peut-être diminuer la grandeur du trou pour qu'on ait un meilleur effet de pulsation au niveau de mon boîtier. Au niveau de devant, les prises de service, c'est simplement ça. Donc on voit l'avant ici du boîtier avec le couvercle qui est fermé avec une simple petite poignée. Et ma double prise pour du 230 volts, alimentation de PC, chargeur Natel et j'en passe. Dessus, ça ressemble à ceci. On retrouve une place pour le PC, ma centrale digitale avec tous les câbles qui sortent de ma centrale digitale qui vont directement dans le boîtier. Une petite place pour la mobile control qui est toujours en place. Et mon fameux petit bouton ici pour couper le digital de traction à proximité, parce qu'on en a relativement vite besoin quand on fait de la mise en service de maquette. Donc il est à disposition avec encore ici de la place si on veut mettre encore des boutons supplémentaires pour je ne sais quoi, de la lumière ou je sais pas. Ma mobile control, elle est fixée ici sur la surface dessus de mon boîtier. Un petit support ici en impression 3D avec simplement ici vous voyez un petit système avec une petite bascule qui permet de maintenir ma télécommande pour pas qu'elle tombe et comme ça je peux prendre en une fois mon poste de commande et il y a tout dessus. Le câble de recharge également pour la petite télécommande qui est toujours à disposition, comme ça quand on n'a pas besoin on la remet, ça se recharge, quand on en a besoin c'est chargé. Le seul problème que j'ai ici, c'est que l'EcoOS n'est pas fixé. Alors là aussi, si quelqu'un a une expérience avec ceci, je suis volontiers preneur. Si vous avez un système de fixation pour l'EcoOS sans devoir visser par-dessous dans l'EcoOS ou je ne sais quoi, pour qu'elle fasse partie intégrante de la surface de dessus de mon module, je suis preneur, parce que pour le moment, j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Voilà, merci à vous déjà si vous réagissez par rapport à ça. L'intérieur. La deuxième vue la plus intéressante pour vous, je pense, à quoi ça ressemble. Donc on a notre toit ici avec une petite sangle qui permet d'ouvrir notre boîtier. On retrouve ici le panel arrière où on a toute la connectique qui va ressortir. Notre alimentation 230 volts qui vient sur notre EFI avec nos systèmes de bornes, phase neutre, terre, pour redistribuer sur les différents éléments qui en ont besoin, comme les prises de service, l'alimentation 24 volts et mon ventilateur, et une petite distribution 24 volts que j'ai eu besoin de mettre en place. Ensuite, on a notre multiprise qui va contenir
tous les prises d'alimentation 230 volts de nos éléments. Respectivement, on a deux prises pour les transformateurs ici, ESU, un qui est pour la centrale Ecos et l'autre pour le booster. Et les deux petits transformateurs qui permettront d'alimenter ici le Wi-Fi de la mobile control et le switch pour la partie réseau, où on voit que nos deux câbles réseau viennent ici directement sur notre switch, un autre va partir sur l'Ecos et le quatrième qui va partir ici à notre mobile control. Donc on peut très bien mettre le tout en réseau avec ce petit système et tout intégré bien sûr dans le boîtier. Ici la même chose, les transformateurs et le booster, des petits supports en impression 3D qui permettent de fixer le tout sans que ça bouge. Donc je peux tout prendre ceci, il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. Tout ce qui est composant qui est susceptible de chauffer le plus, respectivement ces trois ici, et l'alimentation sont dans le flux d'air. Et il y a encore une petite place ici si je veux rajouter quelque chose. Donc voilà, toujours un peu prévoir la suite des travaux. On a ici l'ouverture avec le petit passage de câble qui va à l'Ecos, notre interrupteur pour couper le digital de voix, et je crois qu'on a tout dit. Vous voyez, tout ce qui est câble digital, c'est toujours torsadé quand on passe dans des torrents. Ici, on essaye au maximum de torsader ceci. Ça peut être que bénéfique. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose au niveau de ce boîtier qui aurait pu vous intéresser encore? Je crois pas. Tout est dit. Tout est dit au niveau de ce boîtier. Donc, j'ai oublié encore quelque chose qu'on entend des fois, c'est quand on utilise l'Ecos et qu'on monte haut en courant, ça veut dire pour ma part que je suis proche des 4 ampères, elle va chauffer. Du coup, c'est pas impossible ici que je vais faire quelques petits trous qui permettront en fait de refroidir le dessous de l'Ecos. Donc, à voir avec l'utilisation, mais voilà, vous pouvez y penser. Peut-être avoir un petit trou d'aération, respectivement, si je fais ça, puis qu'on commence à avoir trop de fuite d'air partout, il faudra vraiment que je rétrécisse cette partie ici pour qu'on ait vraiment un phénomène de flux qui doit sortir, de flux d'air frais. Voilà, c'est la seule chose que je voulais rajouter encore ici. Et à la fin, une vue globale, donc ça ressemblera à ça. Mon PC avec train controller, les petites prises de service et ma centrale qui sera utilisable avec une petite place ici pour mettre juste une voie de programmation. C'est quelque chose de assez simple, très sobre et quelque chose qui me convient à moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ceci de cette façon. On arrive déjà au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a peut-être donné des idées. Peut-être que vous allez pouvoir reprendre des choses ou pas de cette petite réflexion. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous, je l'espère, dans une prochaine vidéo où on va probablement, je dis probablement parce que je ne sais pas encore, parler de pose de voix en courbe, en ligne droite et le plus gros morceau, la partie aiguillage. Allez, merci de m'avoir suivi jusque-là, à tout bientôt, bye bye les gens.